André Belrose, qui a eu la gentillesse de m'inviter. Toutes les fois que je suis venu à son invitation. Et c'est toujours avec plaisir que je suis revenu à Clermont-Ferrand. Et tout à l'heure, pendant que j'attendais que cette séance commence, je me souvenais que Michel Foucault avait été professeur ici à Clermont-Ferrand. Je pense qu'il était plutôt professeur au lycée. Et je me disais qu'il a peut-être été professeur dans cette salle, dans cet amphithéâtre. Non, il était professeur au lycée. Et moi, j'ai été étudiant de Michel Foucault. Et je le dis dans le livre, dans les remerciements, la première personne que je remercie, dans les remerciements à la fin du livre, c'est Michel Foucault, parce que j'ai été son étudiant quand il faisait son séminaire au Collège de France sur ce qui allait devenir son livre Surveiller et punir. Et c'est bien sûr Michel Foucault qui nous a en quelque sorte alerté sur cette caractéristique de l'État moderne qui est le contrôle des citoyens. Le livre commence par tout simplement la définition du mot surveiller. Et je pense que on connaît tous, on sait tous ce que ça veut dire surveiller, mais un détail nous échappe, c'est que si on va dans le dictionnaire Larousse et on cherche la définition du verbe surveiller, et surveiller, nous dit Larousse, c'est observer attentivement quelqu'un ou quelque chose pour le contrôler. Donc la surveillance, c'est effectivement, ça a un objectif. On ne surveille pas pour surveiller, on surveille pour contrôler. Et je disais, Foucault nous avait alerté parce que finalement l'État moderne, qui est une invention récente, l'État est une invention récente, une invention, disons, du 17e, 18e siècle, et au fur et à mesure que l'État se renforce, il renforce son contrôle. Et je crois que nous sommes arrivés maintenant à une étape où, dans le cadre de ce qui se passe, c'est-à-dire évidemment cette guerre contre le terrorisme, eh bien, cette guerre qui est justifiée, bien entendu, qui est tout à fait, à la rigueur, dans le rôle de l'État. L'État est dans son rôle quand il veut protéger la société contre des attentats terroristes. Eh bien, cependant, dans l'histoire de la volonté de contrôle de l'État sur la société, eh bien, cette étape fournit un argument à l'État pour renforcer le contrôle de la société. De même qu'aux États-Unis, les attentats du 11 septembre 2001 ont fourni un formidable prétexte à l'administration américaine, notamment au gouvernement de George Bush, de produire une loi comme la Patriot Act qui lui a permis de briser toutes sortes de réserves et même outrepasser un certain nombre de barrières établies par le droit pour renforcer le contrôle de la société. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, et bien après les attentats notamment de janvier 2015 et après les attentats de novembre 2015, en France, on voit comment, il y a eu la loi renseignement qui a été votée cet été, enfin l'été dernier, et il y a une plus grande emprise de l'État sur les citoyens par le biais du contrôle. Alors, la surveillance, bien sûr, on pourrait dire, la surveillance, ça a toujours existé. Les États ont toujours tenté de surveiller les citoyens. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas la surveillance, ça n'a pas toujours existé. D'abord parce que, qu'est-ce que c'est surveiller dire surveiller, historiquement, surveiller,
c'est filer quelqu'un, mettre quelqu'un qui file quelqu'un. C'est-à-dire il faut une personne pour surveiller une personne, ou un groupe de personnes pour surveiller une personne. Et donc, par conséquent, évidemment, on peut... la surveillance est une affaire qui ne concerne qu'un certain nombre de personnes dans une société. Quelques milliers de personnes, mettons, qui sont supposées constituer d'éventuels dangers pour la société, ou qui peuvent constituer d'éventuels dangers pour le gouvernement. Et donc, on doit les surveiller. Mais une entreprise, comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise où voilà, un État veut contrôler l'ensemble de la société, c'est-à-dire pour la France les 60 millions de Français, une entreprise où il s'agit de surveiller, disons, les 7 milliards d'habitants de la planète, c'est évidemment une entreprise qui n'a jamais existé. Je dirais même qu'elle n'a jamais pu être conçue. On n'a jamais pu imaginer, même, disons, les complotistes les plus paranoïaques n'ont pas imaginé une surveillance d'une telle dimension. Et bien sûr, quand on parle de complotistes paranoïaques, essentiellement, je veux dire, il y a un certain nombre de fictions qui imaginent un monde futur de la surveillance. La fiction la plus connue autour de ce projet, c'est 1984 d'Orwell. Hein. Aussi bien le livre d'Orwell, qui est un livre de 1948, que les films qui ont été adaptés, hein, il y en a eu au moins 3, de cette utopie ou de cette uchronie. Et même là, finalement, Orwell, 1984, chacun l'a en mémoire, 1984, c'est vrai que c'est la description d'une société à la fois, disons, de surveillance et de contrôle, mais dans l'esprit d'Orwell, d'abord c'était une fiction, c'est-à-dire Orwell imaginait des technologies qui n'existaient pas à son époque, hein, et des technologies de contrôle qui n'existaient pas, en particulier par le biais des téléviseurs, des écrans de télévision qui devaient se trouver dans chaque appartement et qui étaient non seulement des écrans de télévision produisant de la propagande pour laver le cerveau des gens, pour les manipuler, pour les contrôler d'une autre façon, hein, par le biais de la propagande permanente, mais aussi des écrans de télévision qui étaient des caméras de surveillance. Parce que le téléviseur, ou l'écran de téléviseur, est ce qu'on regarde, et à la fois ce qui nous regarde, et qui nous contrôle, même chez vous, chez Orwell. Évidemment, cette technologie n'existait pas à l'époque d'Orwell. Mais, d'autre part, Orwell imaginait, la description d'Orwell, c'était une critique de l'État stalinien. C'était la critique d'une société autoritaire, contrôlée par une organisation politique et dominée par une personnalité particulière qui s'appelait le Big Brother, voilà, le grand frère. Et ce Big Brother, en quelque sorte, avait la possibilité de tout connaître et maintenait, d'ailleurs, c'est très intéressant, maintenait une sorte de guerre permanente, une guerre constante, hein, et avec des consignes du type la guerre n'est pas faite pour être gagnée, la guerre est faite pour durer. Ça, c'est une phrase d'Orwell. On pourrait l'appliquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Le terrorisme n'est pas fait pour être liquidé, le terrorisme, ou le djihadisme, si vous voulez, est fait pour nous donner les moyens de mieux contrôler la société. Alors, on pourrait dire ça. Et donc, il y a chez Orwell, qui est un peu la fiction résumée
qui est un peu la fiction, si vous voulez, synthèse de cette préoccupation des hommes libres, des citoyens libres, contre un État, contre la prétention d'un État à voilà, ne pas laisser le moindre espace pour une vie privée, pour une intimité, pour quelque chose qui serait de l'ordre de la propriété intime de l'individu. C'était bien sûr, chez Orwell, c'était tout à fait la critique extrême d'un État totalitaire. Et c'est quoi le totalitarisme, dont on avait connu bien sûr le fascisme italien, le nazisme allemand, hein? Et c'est quoi le totalitarisme? Et c'est bien ça, c'est bien une société où l'État, finalement, a en quelque sorte une possession totale des individus. Et les individus n'ont même pas le droit d'avoir une vie mentale, une vie sentimentale, personnelle, puisque tout appartient à l'État. Les pensées les plus intimes des gens appartiennent à l'État. Et c'est d'ailleurs l'État qui va, tout au long de la vie de l'individu, qui va introduire, injecter les idées dans le cerveau de chaque citoyen. C'est pour ça que le XXe siècle, à mon avis, est très marqué par deux fictions qui synthétisent un petit peu ce débat-là dont nous parlons. C'est d'une part 1984 d'Orwell, bien sûr, un livre, donc je répète, de 1948, donc d'après-guerre, et Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, qui est un livre des années 50, hein, et qui est tout à fait aussi une sorte également d'uchronie, une sorte d'imagination d'une société dans le futur, où les individus, d'abord, naîtront par procédés chimiques, hein, et ils seront classés de leur naissance en catégories alpha, bêta, gamma, et ils auront des comportements d'alpha, de bêta ou de gamma en fonction des idées qu'on aura inoculées dès l'enfance par des mécanismes de persuasion clandestine. Eh bien, donc je disais, voilà, un projet de contrôle total de la société, ça s'était jamais produit. Des auteurs l'avaient imaginé, mais c'était le fruit d'une imagination. Bien sûr, des États avaient beaucoup étendu leur capacité de contrôle, et je veux dire, il n'y a pas si longtemps, nous avons vu un film qui a eu beaucoup de succès, un film allemand qui s'appelait La vie des autres, hein, vous vous souvenez, et qui racontait comment, voilà, une organisation qui est restée dans les mémoires des gens, dans la culture politique générale, non pas des spécialistes, la Stasi, la célèbre Stasi, comment la Stasi, hein, la police politique de l'État est-allemand, de la République démocratique d'Allemagne, comment la Stasi surveillait les gens. Et comment elle surveillait la vie quotidienne des gens, la vie des artistes, notamment, la vie des intellectuels, notamment, hein, voilà, dans la vie des autres. Donc voilà, on connaissait des fictions qui nous ont alertés sur des perspectives comme ça, à la fois parce que ça s'était produit, la vie des autres, qui est une fiction, c'est tout de même la reproduction de techniques de contrôle, de surveillance qui ont existé, qui ont réellement existé, documentées, voilà, dans un pays très précis, à une époque très précise, hein. Et puis d'autre part, une fiction, des fictions de type 1948 sur les surveillances. Mais en fait, dans la réalité,
je disais au départ, dans la réalité, la surveillance, nous avions l'impression qu'elle n'a jamais pris l'ampleur que ces visionnaires ont pu annoncer ou que certains États ont pu pratiquer ponctuellement. Vous voyez, par exemple, je dis, si vous lisez, moi je l'ai fait pour écrire le livre, si vous lisez un livre qui est tout de même, par définition, en quelque sorte, l'éloge de l'État, et l'éloge du prince, l'éloge de l'autorité du prince, qui s'appelle Le Prince. Si vous lisez Le Prince de Machiavel, qui est quand même, je répète, l'œuvre de théorie politique qui part du principe que le chef de l'État a tous les droits sur ses sujets, sur ses possessions, sur ses aristocrates, sur ses ministres. Eh bien, le mot « surveiller » ou le mot « espionner » ne figure pas dans Le Prince. Ça ne figure pas. D'ailleurs, pour Machiavel, et nous parlons de Machiavel, pour Machiavel, contrôler, ça ne passe pas par la surveillance, ça ne passe pas par l'espionnage. Donc ça veut dire, en quelque sorte, à la fin de la Renaissance, la surveillance n'était pas un outil de contrôle de l'État. C'est tout de même beaucoup plus récent, et c'est là où j'en viens à Foucault, parce que souvenez-vous que Foucault est le théoricien, finalement, du contrôle des corps. Voilà comment l'État, au bout d'un moment, se met à contrôler les corps. Ces corps qui se baladent au gré des pensées qui les véhiculent, qui les font circuler, comment l'État, tout d'un coup, se met à enfermer les corps, à les contrôler, à les enfermer. Les fous, d'abord, voilà l'histoire de la folie de Foucault, et puis les déviants, les délinquants, les criminels, la prison. Et la prison, c'est Foucault qui nous l'a appris, la prison est une invention très récente. La prison, par définition, c'est le contrôle des corps et c'est la surveillance. Qu'est-ce que c'est que les prisonniers, par définition, sont surveillés. Ils sont gardés et surveillés. Et donc, Foucault nous rappelle que la prison est une invention très récente, une invention de la fin du XVIIIe siècle, une invention essentiellement qui se met au point tout au long du XIXe siècle, et c'est une invention importante parce que avant la prison, si vous voulez, les fautes étaient en quelque sorte payées selon globalement le principe de la loi du talion, de ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, on le dit pour certains pays qui pratiquent la loi coranique ou la loi islamique, n'est-ce pas? On dit, voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc les personnes qui avaient commis un crime grave étaient gravement torturées ou gravement punies, voire exécutées. Les personnes qui avaient commis un délit plus véniel étaient plus véniellement torturées. Un voleur, on lui coupait la main, etc. Mais cette idée de payer avec du temps pris à la personne, juste du temps, 10 ans de prison, 15 ans de prison, 20 ans de prison, perpétuité, etc. Ça, c'est une idée récente. L'idée que, voilà, c'est le corps qu'on va immobiliser, la punition, c'est l'immobilisation du corps. Le corps va être immobilisé, enfermé dans une cellule, et là, voilà, il ne pourra plus nuire, et en même temps, on ne le fera pas souffrir, parce qu'on est civilisé. C'est un pas de la civilisation. Donc ça, c'est une invention très récente, bien entendu, et
cette invention, qui est contemporaine d'ailleurs de la première théorie dès le XVIIIe siècle, dès l'époque de la Révolution française, bien sûr, la théorie de la suppression de la peine de mort, la peine de mort étant finalement le dernier aspect de la loi du talion. Tu as tué, on te tue. Voilà, tu as volé, on te coupe la main, tu as tué, on te tue. Et eh bien, c'est développé par une école, là je vous raconte ce que Foucault a démontré, c'est une école philosophique britannique, les physiocrates, qui vont développer, qui vont inventer d'ailleurs la prison, l'architecture de la prison. Comment on enferme les gens, où on va les enfermer, comment ça va se passer, etc. Voilà. Et ils inventent un système, Jeremy Bentham, un penseur anglais, qui imagine une société plus évoluée, va imaginer une architecture qui s'appelle le panopticon. Le panoptique. Qu'est-ce que c'est le panoptique? Le panoptique, c'est un système d'une construction, d'abord c'est une architecture. Panoptique est une architecture, n'est-ce pas? C'est une architecture ronde. Si je vais faire j'ai pas de micro, mais je vais faire un dessin en plan. Voilà. C'est une prison qui serait à peu près comme ça. Voilà. Ici, comme ça. Comme ça, on peut voir. Ici, pas. Alors, les cellules sont ici. C'est vu en plan, c'est vu d'en haut. C'est vu d'en haut, voilà. Et ici, c'est la tour de surveillance. Alors, les cellules sont fermées à l'extérieur et elles sont ouvertes à l'intérieur. C'est des grilles. Ici, il y a des grilles. Et le surveillant se tient là, c'est une tour. Voilà, il a l'œil, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, voilà l'œil. Et ceci, c'est en quelque sorte comme une persienne, vous voyez? C'est-à-dire que le détenu qui est ici, il a constamment l'impression qu'il est surveillé, voilà, mais il ne sait pas, car il ne voit pas le surveillant. Il ne voit pas le surveillant. Et donc, un seul surveillant suffit pour voir toutes les cellules. Car les cellules sont ouvertes complètement, là. Il n'y a aucune intimité de la part du détenu. Ça, c'est le système panoptique. Ce système-là, bien sûr, vous voyez bien que dans l'esprit des physiocrates, c'est en quelque sorte la figuration architectonique ou architecturale, finalement, de l'œil de Dieu. Dans l'éducation chrétienne, on apprend aux enfants que Dieu étant partout, c'est pas la peine qu'il aille se cacher dans un coin sombre pour commettre un péché, parce que l'œil de Dieu sera là. Il n'échappera pas au regard de Dieu. C'est ça l'œil de Dieu, transfiguré en architecture. Et donc l'idée de Bentham, c'était de dire, un délinquant, quelqu'un qui a commis un délit, eh bien, lorsqu'il aura passé plusieurs années à être surveillé, il aura tellement le sentiment d'être regardé que plus jamais il ne commettra, enfin, il sera conduit, comme disait Bentham, à s'amender. Il sera conduit à s'amender. Et donc ce système, voyez-vous, se développe, et des prisons de cette forme-là, des prisons dites modèles. Alors ensuite, on fera des prisons qui seront évidemment, ceci c'est sur un certain nombre d'étages, et puis après, alors je le fais ici en grand,
on fera voilà, des panopticones comme ça, par exemple, on fera des prisons qui s'appelleront modèles et qui seront reliées comme ça, voilà, avec chacune sa petite tour au milieu, son petit couloir comme ça, et ceci, voilà, c'est une prison, et il y aura des prisons modèles de cet ordre dans le monde entier. C'est un modèle qui va se développer un peu partout. Et voilà, avec ce principe-là, le principe étant, il faut que la personne ait constamment, nuit et jour, constamment, pendant des années s'il le faut, le sentiment que elle est surveillée, que quelqu'un la regarde, hein, et que ça devienne en quelque sorte une présence, ce regard constant, ça devient une présence permanente, et ça va corriger la personne, dans une perspective de correction, hein, et ça va permettre de s'amender et de se corriger. Eh bien, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, hein, est très semblable à celle-là. Hein, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes libres, bien sûr, hein, nous ne sommes pas enfermés, mais enfin, la thèse du livre, en développant les révélations que nous a faites Edward Snowden, la thèse du livre, ça consiste à dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes volontairement dotés d'un certain nombre d'instruments, volontairement, hein, c'est pas un État pervers qui nous les a imposés, c'est pas une entreprise machiavélique qui nous a obligés à les acquérir, mais nous nous sommes dotés d'un certain nombre d'instruments, un téléphone portable, un ordinateur, une tablette, et pratiquement dans les pays développés, dans tous les foyers, il y a maintenant ce genre d'instruments, et d'autres, des téléviseurs, des box, etc. Et tous ces instruments servent à nous surveiller. Et donc, par conséquent, quoi qu'on fasse maintenant, avec notre ordinateur, avec notre téléphone, avec notre tablette, etc., ça laisse des traces. Et on peut lire ces traces comme on pouvait suivre les petits cailloux blancs que laissait le petit pousset. Et donc, d'une façon, si vous voulez, à la fois spectaculaire, hein, et d'autre part, d'une façon qui est inversée par rapport à ce que nous disait Orwell, aujourd'hui, dans des sociétés très démocratiques et très libres, nous ne sommes pas dans une dictature, nous ne sommes pas dans un système stalinien, nous ne sommes pas dans un système hitlérien, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans le système qui a créé la plus forte surveillance jamais imaginée. Et donc la question, évidemment, c'est comment on en est arrivé là. Et donc je disais tout à l'heure, la surveillance a une histoire, hein, donc voilà, parce qu'à une époque on ne surveillait pas, ou en tout cas on ne considérait pas que c'était très important. Ensuite, la surveillance, c'était une affaire de renseignement humain, comme on dit, hein, c'est-à-dire si on veut surveiller quelqu'un, il faut mettre plusieurs personnes pour le surveiller, alors qu'aujourd'hui c'est une affaire de machine. Et cette affaire de machine, elle s'est développée essentiellement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très lié au développement, bien sûr, de l'informatique. Hein, c'est-à-dire qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a un événement très important qui est que les Alliés n'arrivent pas à déchiffrer un système de communication que possède la marine allemande, la Kriegsmarine, qui communique avec ses sous-marins notamment, et qui
grâce à un réseau d'information qui sait quels sont les cargos, notamment les cargos, les pétroliers, etc., qui sillonnent l'Atlantique, et les sous-marins allemands coulent des centaines, voire des milliers de cargos des Alliés. Et donc empêchent notamment d'établir au Royaume-Uni une base pour permettre le débarquement. Puisque pour permettre le débarquement, d'abord il faut acheminer des centaines de milliers d'hommes, et il faut acheminer évidemment des millions de tonnes de carburant, et il faut par ailleurs amener assez de matériaux de tous ordres pour permettre au Royaume-Uni, à la population du Royaume-Uni, d'échapper au siège allemand. Puisque l'Angleterre, pratiquement, enfin le Royaume-Uni est pratiquement le seul pays d'Europe qui n'est pas contrôlé directement ou indirectement par le Reich. Et donc c'est vital. Alors, les Allemands, la Kriegsmarine en particulier, utilisent une machine à chiffrer les messages qui s'appelle Enigma. Hein, vous avez entendu parler de ça, parce qu'il y a des films, il y a des romans, il y a toute une littérature autour de Enigma. Et alors les Alliés vont constituer un groupe de savants, essentiellement des mathématiciens, des physiciens, des logiciens, etc., qui est constitué d'une part par un groupe américain de mathématiciens qui ont réussi à casser le chiffre japonais. Parce que les Japonais aussi avaient un système de communication. Tous les pays ont des systèmes de communication, hein, tous les jours. Hein. Le Quai d'Orsay, quand il communique avec ses ambassades à travers le monde, communique à travers un système chiffré. Et donc, les Américains avaient cassé le chiffre japonais, donc ils se réunissent dans la banlieue de Londres. Puis d'autre part, il y a des Polonais, c'est très important, les Polonais ont beaucoup travaillé, ils ont une très bonne école de mathématiciens, ils ont beaucoup travaillé sur les codes allemands, ils ont beaucoup avancé, ils ont réussi d'ailleurs à déchiffrer des bouts du logiciel Enigma. Et quand la Pologne est occupée, un certain nombre d'entre eux, de ces savants polonais, réussissent à être exfiltrés vers Londres pour venir grossir les rangs de cette équipe, et surtout une équipe de mathématiciens britanniques autour d'un génie qui s'appelle Alan Turing. Et Alan Turing est un génie mathématicien qui, avec cette équipe-là, bien entendu, constituée d'hommes et de femmes d'ailleurs, et avec cette équipe réussit à casser le code Enigma, et en partie, si vous voulez, si la guerre est gagnée, en partie, si effectivement le débarquement peut être réussi, etc., c'est grâce au fait que ces gens-là ont cassé le code Enigma. Et Turing, ça, c'est la base même, en quelque sorte, de l'informatique. L'informatique récente. Hein. Comme vous savez, Turing va être par la suite persécuté. Il y a des films. Hein. L'année dernière, il y a un film qui était candidat à l'Oscar, qui racontait l'histoire de Turing. Turing était homosexuel, il a été persécuté en tant qu'homosexuel. Et comme vous savez, si vous avez un Mac, si vous avez un ordinateur Mac, il y a une pomme, vous savez, à moitié mangée, hein, c'est parce qu'on pense que Turing a été empoisonné, hein, et donc c'est un hommage à Turing. Et donc Turing pose les bases de l'informatique, mais surtout, indépendamment de Turing, c'est l'accord. Une fois que la guerre est gagnée, les États-Unis et la Grande-Bretagne continuent de travailler ensemble sur le décodage des informations, le décodage des communications. Ils signent des accords qui s'appellent les accords Okusa, Yokai
USA, hein, c'est-à-dire UQSA, qui sont des accords pour travailler ensemble à déchiffrer les communications soviétiques. Et cet accord, ça va leur permettre très vite de mettre au point un système de surveillance de toutes les communications électromagnétiques. Notamment, évidemment, à cette époque, nous sommes dans les fins des années 40 et dans les années 50, les communications se font essentiellement au moyen soit du téléphone par le câble, soit par le biais des télégrammes par le câble, soit par le biais de la radio. Et donc, ces trois systèmes-là vont être mis sur écoute, soit directement en se branchant sur les câbles, soit en se branchant sur les communications téléphoniques, et donc c'est des communications en masse, parce que aussi bien les Britanniques que les Américains, mais notamment les Américains, et notamment les Américains pendant la période du macartisme, c'est-à-dire pendant la période début des années 50 aux États-Unis, pensent qu'il y a au milieu des Américains, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers, des centaines de milliers de communistes qui sont des agents soviétiques. Et il faut les détecter parmi nous. Et pour les détecter, ben on va créer d'ailleurs des agences, le FBI, la CIA, etc., qui se créent à cette époque. Et il s'agit de tout surveiller, les communications postales, les télégrammes, les téléphones, etc. Et on passe des accords avec les compagnies téléphoniques. Dès cette époque, dès les années 50, le grand monopole, à l'époque c'était AT&T, la compagnie américaine, le monopole des compagnies américaines de téléphone, fournit tous les jours au FBI la liste de tous les appels des Américains, pour savoir qui appelle qui, combien de temps, etc. Et donc cet accord va commencer à se développer, on va écouter les communications radio, les télégrammes, etc. Et très vite, on va l'étendre dans la lutte anticommuniste, dans le cadre de la guerre froide, on va l'étendre à d'autres pays anglo-saxons. C'est-à-dire, on va mettre au point ce qu'on appelle le système ou l'alliance des 5 yeux. Five Eyes. Les 5 yeux. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces 5 pays vont tisser une alliance secrète. Cette alliance secrète, en fait, il n'y a que quelques années que nous savons que ça existe. C'est à la fin des années 90 qu'on a su, il y avait quelques journalistes, moi je raconte tout ça dans le détail dans le livre, et quelques journalistes, notamment néo-zélandais, qui avaient eu vent que cette alliance existait. Et pendant plus de 40 ans, voilà, ces 5 pays avec des alliés, les pays nordiques, l'Allemagne, le Japon, etc., mais comme alliés. Les pays centraux, c'est les pays anglo-saxons, les 5 pays anglo-saxons. Donc on commençait à tout surveiller, à surveiller toutes les communications électromagnétiques. Donc il y a un savoir accumulé, bien avant l'invention d'Internet, bien avant l'invention du web, bien avant l'invention des réseaux sociaux. Mais il y a tout un savoir accumulé pour écouter des centaines de milliers de communications par jour, voire des millions de communications par jour, les passer au crible. Et c'est comme ça que se crée la plus puissante des agences de surveillance américaines, qui est l'Agence nationale de sécurité, la NSA, dont on ne sait pas grand-chose, dont on ne savait pas grand-chose, avant que Snowden nous révèle, parce que les révélations de Snowden, finalement, vous voyez, Snowden n'a publié aucun livre.
Snowden est un agent de la NSA qui un jour, jeune ingénieur, informaticien, brillantissime, qui un jour se rend compte que même dans le cadre de la loi Patriot Act, ce qu'il est en train de faire n'est pas dans le cadre de la loi. Qu'il est en train de réaliser des écoutes, qu'il est en train de mettre sous contrôle de communication et de surveillance des gens, et il n'a aucun mandat judiciaire pour le faire. Et donc, en conflit avec sa conscience, il décide de déserter. Et il se rend compte qu'il met en péril sa vie. Parce que la NSA ne va pas le laisser partir en fonction de tout ce qu'il sait, parce que ça fait des années que, justement, outrepassant la législation américaine, il met sur pied les opérations conduites par la NSA. Alors il fuit, comme vous savez, il fuit à Hong Kong, et c'est Wikileaks, cette organisation créée par Julian Assange. Et dans le livre, je publie un entretien avec Julian Assange. J'ai été voir Julian Assange. Vous savez qu'il est, en quelque sorte, emprisonné. Évidemment, réfugié à l'ambassade de l'Équateur, qui, heureusement, le protège, mais il ne peut pas bouger de l'ambassade. Comme dit Chomsky, et il y a ici un entretien avec Chomsky également, que j'ai rencontré. Je le connais depuis longtemps, comme vous savez, mais je l'ai rencontré l'année dernière en Argentine. On a fait un long entretien sur ces questions. Et Chomsky aussi est allé rendre visite à Assange en un geste de solidarité. Et comme dit Chomsky, Assange est pire que s'il était en prison. Parce que même en prison, les prisonniers sortent dans la cour et se promènent dans la cour au soleil, quand il y a du soleil. Hein? Mais Assange, il est dans un appartement et il ne voit pas le soleil depuis 4 ans. Et donc, Assange, avec sa réalisation, Wikileaks, et c'est grâce à Wikileaks qu'il y a les Panama Papers. C'est le principe de Wikileaks. Et c'est la méthode de Wikileaks. J'en ai parlé dans un livre que je n'ai pas présenté ici, qui s'appelle « L'explosion du journalisme », hein, qui est un livre que j'ai publié il y a 2 ans, et où effectivement il est question, voilà, des nouvelles formes, journalisme confronté à Internet, etc. Et donc, qui vont réussir à l'exfiltrer de Hong Kong, mais finalement, il n'y a que la Russie qui va protéger Snowden. Souvenez-vous quand le président de Bolivie, qui était allé à Moscou pour une conférence internationale, qui revenait, et les Américains soupçonnaient qu'Evo Morales avait Snowden à bord, souvenez-vous, ça nous donne une idée du degré de dépendance de nos États souverains vis-à-vis des États-Unis, parce que contrairement à tous les principes, je veux dire, de la déclaration de Vienne sur les droits diplomatiques, on n'a pas le droit, comme vous savez, d'interdire à un chef d'État de circuler, une fois qu'il demande l'autorisation de passer. On n'a pas le droit un avion d'un chef d'État, c'est un territoire diplomatique inviolable. Eh bien, là, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal lui ont fermé leur espace aérien. Et Evo Morales a été obligé de se poser en catastrophe à Vienne, et l'avion a finalement été inspecté pour bien vérifier qu'il n'y avait pas Snowden à l'intérieur. Mais Snowden, il n'a rien écrit. Snowden n'a fait que jusqu'à présent, révéler une partie des formidables fichiers qu'il a emportés avec lui. Et ces témoignages ont été diffusés à travers 2 canaux. Un, à travers un livre dont je vous recommande la lecture, que je cite beaucoup dans le livre, et qui est publié en français. C'est un livre écrit par un journaliste américain qui est allé donc le rencontrer, qui s'appelle Glenn Greenwald, le journaliste, et le livre s'appelle, il est publié en français, il s'appelle
nul endroit où se cacher, ou nulle part où se cacher. Ça vous donne une idée, voilà, nulle part où se cacher. Quand on a aujourd'hui des secrets de la NSA, on n'a nulle part où se cacher parce que la NSA vous liquide. Et ensuite, à travers un documentaire d'une réalisatrice américaine qui a eu l'Oscar au meilleur documentaire l'an dernier, en 2015, Laura Poitras, qui s'appelle Citizenfour, dont je vous recommande la lecture. Il existe en DVD en français, hein, pour le trouver à la FNAC ici. Et ce sont les deux seuls témoignages directs de Snowden. Et que nous a dit Snowden? Snowden nous a dit, parmi beaucoup de révélations, il nous a dit que la NSA avait actuellement en marche une opération qui s'appelle sous le nom de code PRISM, P-R-I-S-M, PRISM, dont l'objectif, c'est tout simplement de mettre sur écoute l'ensemble des habitants de la planète. C'est pas Orwell qui le dit, hein, c'est Snowden qui le dit. En, bien entendu, l'ensemble des habitants de la planète qui possèdent des instruments voilà, de communication électronique. Hein. D'une certaine façon, consolation des pauvres, si vous n'avez pas de téléphone portable, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez pas d'iPad, vous ne risquez pas d'être surveillé parce qu'on ne surveille plus la correspondance postale. Ce que les mafieux italiens ont compris depuis longtemps, parce qu'en fait ils communiquent en s'envoyant des lettres par la poste. C'est aussi simple que ça, parce que plus personne ne lit le courrier. Alors, donc évidemment, dans un monde où, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous dotés et nous sommes tous jetés sur ces instruments parce que, effectivement, ils nous sont apparus comme des instruments de liberté. De liberté, puisque, voilà, on communique facilement, hein, ce n'est pas cher, on a l'impression de dominer la technologie la plus moderne, etc., en pianotant sur notre téléphone ou sur notre iPad, hein, c'est aussi quelque chose dont il faut prendre conscience. Quand Internet a commencé à se développer, vers le milieu des années 90, je veux dire le web, Internet s'était inventé avant, hein, je sais qu'il y a dans la salle des spécialistes, donc je ne veux pas l'autre jour, j'ai dit ça, il y a quelqu'un dans la discussion qui m'a dit « Monsieur, vous confondez Internet et le web ». Non, je ne confonds pas, mais enfin, j'essaie de ne pas nous ensabler dans des précisions trop longues. Internet est une invention évidemment antérieure, dès les années 60, fin des années 50, des années 60, de l'armée américaine, avec les universités américaines. Mais en fait, c'était limité à quelques savants, hein, universitaires, bien sûr. Tandis que le web, qui s'invente en 1989, donc c'est très récent, hein, qui s'invente ici, à Genève, au CERN, hein, eh bien, le web va tout de suite permettre la mise en communication très facile, très rapide, hein, et comment dirais-je, le transfert, la circulation de masse de données, hein, qui quasiment n'ont pas de limite. Et donc, cette facilité, dès qu'Internet va se développer, Internet va nous donner le sentiment, je le disais à l'instant, d'une très grande liberté. Parce que, par exemple, pour ceux ou celles qui s'intéressent à l'information, tout d'un coup, Internet va permettre de ne plus dépendre des monopoles de la presse ou des médias. Alors on va échapper au monopole de TF1, ou on va échapper au monopole du groupe médiatique local, parce qu'on va pouvoir lire directement tel ou tel journal de tel pays lointain dont je connais la langue. Mais ça, c'était au milieu des années 90. La différence, c'est qu'aujourd'hui, sans qu'on en ait pris conscience, Internet s'est complètement recentralisé. Vous voyez, aujourd'hui, Internet, ce n'est plus un instrument de liberté. Parce que
vous ne pouvez pratiquement plus rien faire sans recourir à Google, par exemple. Ou sans utiliser voilà, les outils qu'Apple a mis à notre disposition. Ou sans faire appel voilà, aux techniques de Microsoft. Et en fait, il y a 4 ou 5 méga-entreprises du web, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, ce qu'on appelle les GAFAM, ou les GAFA, si vous les réduisez à 4, qui contrôlent 80-90% d'Internet. Et de même qu'avant, si vous voulez, dans la France des années 80, TF1 contrôlait 70 ou 80% des téléspectateurs, ben maintenant Internet contrôle 80-90% des internautes. Et donc finalement, le web qui s'est recentralisé fait qu'en fait on dépend tous de ces entreprises. Et ces entreprises, elles savent ce que vous faites. Quand vous regardiez TF1, à la rigueur, TF1 savait que telle émission avait été vue par 65% des téléspectateurs de la soirée. Ok. Mais elle ne savait pas que c'était vous ou pas vous. Tandis que Google sait exactement que c'est vous, un tel. À quelle heure? Qu'est-ce que vous avez consulté? Combien de temps vous avez passé à consulter ça? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que notre sentiment de liberté, eh bien, évidemment, aujourd'hui, c'est révélé un sentiment d'enfermement. Alors, nous sommes dans le panopticon. Nous sommes dans ces cages ouvertes et le surveillant, eh bien, c'est un de ces grandes entreprises du web. Et c'est pour ça, je vais finir pour qu'on puisse discuter, on a dit 45 minutes, on a un peu dépassé. Et je dis, c'est pour ça qu'on est, je dis dans le livre, on est aujourd'hui dans une configuration nouvelle. Vous vous souvenez, Eisenhower, le président des États-Unis, en 1954 à 1960, quand Eisenhower s'en va, il fait un célèbre discours où il met en garde les citoyens américains contre le complexe militaro-industriel. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, je dis aujourd'hui, ce n'est pas un complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est une alliance entre les services de sécurité de l'État, entre les grandes compagnies, les grandes entreprises du web, et, bien entendu, l'État, bien sûr. Hein. Donc, il y a une sorte d'alliance numérico-sécuritaire, hein, qui fait que ce n'est pas seulement l'État qui nous surveille. Parfois, on a encore, dans la tradition orwellienne, on croit encore que l'État, c'est l'entité qui nous surveille le plus. Ce n'est plus l'État qui nous surveille le plus. Ce sont les firmes privées auxquelles nous avons recours. Pensez à ceci, Google ne vend rien. Google, fabrique des moteurs de recherche et nous les offre. Vous ne payez pas pour avoir votre moteur de recherche. Et cependant, Google est la première firme par capitalisation boursière du monde. Alors expliquez-moi, comment une firme qui ne vend rien, qui me offre son principale invention, moteur de recherche, comment peut-elle être la plus riche du monde? Eh bien, parce qu'elle ne vend pas des moteurs de recherche. Elle nous vend, nous, qui sommes ses clients. Voilà, merci beaucoup.